Tout de suite, juste, Saïd Omar Wali, le bilan est terrible, 14 morts, 250 blessés. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches? Vous retournez sur l'archipel de Mayotte ce soir. Quelles nouvelles vous donne-t-on? Tout d'abord, je voudrais rendre hommage aux journalistes de Mayotte Première, parce que souvent on vous critique, mais là, les journalistes de Mayotte Première, toute la nuit, et toute la journée, jusqu'à ce que le toit s'effondre, ils étaient avec les Mahorais en leur donnant minute par minute les informations. Et ça, franchement, je tenais ici à leur rendre hommage du travail extraordinaire qu'ils ont fait. On ne le dit pas assez. Alors, le bilan, parler de bilan maintenant, c'est peut-être prématuré. C'est un peu prématuré parce que nous avons le plus grand bidonville d'Europe. 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, donc les plus vulnérables. Aujourd'hui, ces bidonvilles sont rasés. Il n'y a plus personne. Sauf, on ne voit pas les gens dans la rue. Ils ne sont pas venus se réfugier là où on avait mis des écoles ouvertes pour se réfugier. Parce que moi, je fais le bilan dans ma commune. Il était à peu près 23 heures. Il y avait à peu près dans une population de petites terres qui fait, dans ma commune, c'est environ 12 000 à 13 000 habitants, 20 000 habitants plutôt. On n'avait que 300 personnes qui sont venues à s'abriter et 200 enfants. Il y avait 200 enfants et 100 personnes adultes. Les gens sont restés chez eux, de peur, parce qu'ils avaient la truie, parce qu'on n'a pas la mémoire de cyclone, parce que la population aussi est très jeune. 60% de la population a moins de 20 ans. Donc les gens sont restés chez eux et d'autres ne sont pas venus parce qu'ils pensaient que c'était un piège. Ils ne croyaient pas du tout au cyclone, qu'on allait les amener là-bas parce qu'on a une immigration clandestine assez importante et qui serait bien sûr appréhendée par la police. Donc ils ne sont pas venus, on ne sait pas. Donc, dire qu'il n'y a que 14 morts, je veux pas être très pessimiste, mais je crois qu'il faut l'être parce que je pense que quand on voit ces bidonvilles, moi j'ai eu des témoignages ce matin, des gens qui sont passés et il n'y a personne. Donc le bilan peut être terrible. Vous, donc, votre situation personnellement, vous rentrez ce soir, mais vous rentrez où? Eh bien, je serai peut-être hébergé par des amis. Parce que je n'ai plus de toit de maison. Moi, j'ai assisté à une scène terrible de mes petits-enfants, lorsque le cyclone arrivait et qui m'appelaient « Papy, on est sous le lit, le toit s'arrache, qu'est-ce qu'on fait ?» Et après, je ne les ai plus entendus. Pour moi, c'était terrible et c'est pareil pour tout le monde. Et quelques temps après, je les ai eus au téléphone, ils étaient vivants. Mais pendant 2 heures, ils étaient là sous la pluie, avec des vents de 250 km/h. Moi, je suis traumatisé. Et l'île est traumatisée aujourd'hui. On a besoin, franchement, d'aide. On a besoin d'aider cette population parce que si rien n'est fait, maintenant, pour les aider psychologiquement à remonter la pente, à reconstruire, parce que là, on n'est pas dans la reconstruction tout de suite, mais sauver des vies humaines. Sauver ce qu'on peut sauver aujourd'hui, parce que nous sommes pendant la saison de pluie. Il fait très chaud là-bas. Peut-être qu'on va découvrir des cadavres dans ces décombres, donc d'une situation catastrophique du point de vue climatique, peut-être qu'on va déboucher à une crise sanitaire et ça deviendra un problème politique. Je le répète bien, ça deviendra un problème politique parce que... Pourquoi politique? Nous avons vu Irma à Saint-Martin. Mais à Saint-Martin, ils étaient que 60 000 habitants. À Mayotte, on ne sait même pas combien sommes-nous. On dit 400 000. Ouais, dit-on.
Et ces 400 000, la plupart vivaient dans les bidonvilles. Alors justement, on va y revenir avec ces bidonvilles, mais évidemment, on sent c'est pire que de l'inquiétude, c'est votre détresse, votre immense inquiétude. Justement, nous sommes en ligne avec le colonel Alexandre Joissard, je le précise. Le ministère de l'Intérieur se rend dès demain à Mayotte et les renforts sont déjà en train d'arriver. Une centaine de militaires sur place et d'autres qui arrivent ce matin, colonel. Ah oui, tout à fait. Plus de 110 effectifs de sécurité civile avaient été envoyés en avance de phase. Donc, ils ont vécu ce cyclone avec la population. Donc, les 70 sapeurs-sauveteurs que vous voyez actuellement sur vos images, accompagnés de 40 sapeurs-pompiers de l'île de la Réunion, qui étaient venus avec des matériels qui permettent justement de réouvrir des voies. C'est ce qu'ils font sur ces images, on le voit, avec notamment du tronçonnage et du déplacement de branchage. Et puis, vous avez d'autres équipes qui ont été projetées à l'avant, qui ont deux rôles essentiels. Le premier, comme l'a dit monsieur le sénateur, qui est de préserver un maximum de vies humaines. Donc, c'est de cartographier, savoir les zones les plus difficiles et celles sur lesquelles il va y avoir des plans de regroupement de victimes. Et puis, une deuxième partie qui était de nous donner les meilleures évaluations possibles pour savoir quel type d'équipe, quel type de moyens nous pouvions envoyer. C'est ce qui a été réalisé hier. Et c'est pour ça que plus de 800 forces vont être engagées dans les 72 heures qui arrivent, avec des moyens spécialisés, des moyens médicaux, infirmiers, médecins, mais aussi des moyens d'exploration, de sauvetage d'éléments pour aller en dessous des tôles, pour aller sur certaines des coulées de boue, pour aller dans des endroits qui sont effondrés et ensuite trouver des poches de survie sur lesquelles il pourrait y avoir des personnes prises au piège et qui ont besoin de ces secours. Voilà le rôle des équipes actuellement. Merci, colonel Boris Weliachev. On va voir des images justement qui se sont passées avant le cyclone de Kaweni. Eh bien, cet énorme bidonville de logement de fortune. Vous rappeliez donc que 9 personnes sur 10 vivent dans des logements de fortune insalubres. Tous ces logements ont probablement été rasés. Boris Weliachev, comment est-ce qu'on peut construire très vite des logements justement pour loger ces personnes sans abri? Ça va être un vrai problème. Il y a plusieurs façons de procéder, mais ici, c'est que chaque territoire, chaque désastre de ce type-là est vraiment très particulier. Il y a comme ça a été rappelé, on est dans un contexte socio-économique très particulier à Mayotte, avec des populations aussi qui sont également très particulières elles-mêmes. Donc il va falloir trouver des solutions adaptées à pouvoir mettre à l'abri en fait ces populations, qu'elles soient d'ailleurs sur le territoire de façon légale ou non d'ailleurs, s'il s'agit vraiment d'un drame humain, donc il va falloir s'occuper de ça. Donc je me souviens, moi je m'étais occupé par exemple de la reconstruction en 89 suite à l'ouragan Hugo en Guadeloupe. J'avais eu affaire aussi à des populations, des couches de population très pauvres. Je m'occupais un petit peu d'elles. Il y avait eu à l'époque une situation assez différente de celle d'Irma, où on était passé par par exemple ce qu'on appelait des logements économiques sociaux. C'était des petits LES qui étaient en fait financés par la France pour les personnes qui ne pouvaient pas se refaire un logement. Et c'était des constructions qui étaient paracycloniques. Enfin, il y avait plusieurs types. Il y en avait qui étaient en bois, en béton, etc. Et on leur fournissait à ces personnes-là, selon la taille du foyer, par exemple, un petit logement à tous. Donc, c'est une solution parmi d'autres, mais il va falloir vraiment trouver la solution adéquate pour répondre aux besoins particuliers de l'île de Mayotte, qui est vraiment dans un contexte très différent. Gaël Musquet, on voit les images spectaculaires, terrifiantes de ce cyclone. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quelle force il était et si l'alerte est complètement levée aujourd'hui? Alors oui, l'alerte est levée aujourd'hui. L'alerte violette est levée. On a une alerte rouge encore sur la partie, on va dire, permettant au secours d'opérer avec un maximum d'efficacité en évitant d'avoir la population dans la rue. Donc on recommande aux personnes qui n'ont pas besoin de se déplacer de rester chez elles pour permettre au secours, évidemment, d'opérer. Moi, si vous voulez, comme Boris le disait, j'ai en mémoire aujourd'hui l'ouragan Hugo que j'ai vécu enfant en 1989, où j'étais exactement dans la situation de vos petits-enfants, monsieur le sénateur, où mes parents ont dû nous évacuer en pleine nuit chez les voisins pour pouvoir traverser en fait cet ouragan dont l'œil a
traverser Mayotte. Faut bien avoir en tête qu'un ouragan de ce type-là, catégorie 4, avec des vents qui soufflaient à plus de 220, 250 km/h, autour de cet œil, les vents sont les plus violents. Et ce mur, en fait, de vent, faut imaginer, moi je pense aux enfants de Mayotte aujourd'hui, comme vous le disiez, qui ont été traumatisés par ça. Moi, ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui et qui est sur votre plateau et qui s'engage et qui s'est engagé sur la prévention des catastrophes naturelles. Mais ça a été un traumatisme pour beaucoup de Guadeloupéens à l'époque. Boris a fait partie des personnes qui nous ont aidés à nous relever. Il y a eu des solutions, il y a eu des choses qui ont été mises en œuvre. Il y a énormément de travaux qui ont été menés. Ça, ce qui est difficile pour moi aujourd'hui, quand on fait le bilan de cette situation, c'est de se rendre compte à quel point tout était écrit d'avance. Mansour Kamardine, qui est votre compatriote et qui a dirigé la commission parlementaire d'enquête sur les risques majeurs en Outre-mer, des dizaines de personnes ont été auditionnées et ont expliqué exactement ce qui est en train de se passer. Il y a à peine un an. Donc, si vous voulez, une crise comme celle-là, elle se prépare des décennies avant. Et aujourd'hui, on paye malheureusement les investissements qui n'ont pas été faits 5, 10, 15, 20 ans auparavant. Et c'est très important aujourd'hui, au sortir de la COP29 qui s'est tenue à Bakou, de se rendre compte que sur le sol français, les populations les plus pauvres, on le dit régulièrement, mais là, c'est vital, c'est létal. Les populations les plus pauvres seront les premières victimes du réchauffement climatique. Et un ouragan comme celui-là, vous savez, l'année dernière, on a eu un cyclone comme celui-là, l'année dernière, on a eu Freddy. C'était un monstre. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la météorologie. Un cyclone qui traverse le golfe du Mozambique, qui revient, qui fait marche arrière, qui se renforce et qui va à nouveau frapper Madagascar. Ça a duré 1 mois et demi, de début mars de début février à mi-mars. Vous avez un phénomène cyclonique majeur qui frappe ce canal du Mozambique. Donc, à l'avenir, pour éviter ces catastrophes, il va falloir investir massivement. Et encore une fois, on est dans une situation économique compliquée, ça je l'entends. Néanmoins, chaque euro qui ne sera pas investi en 2024 sur ces questions, et je parle de la planète entière là pour le coup, pas uniquement en Mayotte, nous coûtera 15 fois plus cher. On dit 1 pour 7 sur les dégâts économiques. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ces épisodes vont probablement se multiplier. Être plus intenses. Et en plus, si vous voulez, Mayotte est un très bon exemple, si vous voulez, malheureusement, du cumul de vulnérabilité. C'est-à-dire que Mayotte n'a pas que les risques cycloniques. Mayotte est aussi victime, depuis quelques années, de son volcan qui vient de couvrir, le Fani Maoré. Donc on a aussi des risques sismiques, volcanologiques, et qui sont aujourd'hui les plus meurtriers. Là, la situation est compliquée à cause d'un cyclone, mais elle aurait pu l'être carrément beaucoup plus à cause d'une éruption volcanique. Alors Saïd Omar Ouali, justement... Vous pensez qu'on aurait dû faire quelque chose il y a 10 ans? Est-ce que justement on aurait dû peut-être raser ces bidonvilles? Il y a énormément de partis politiques qui demandaient justement un grand aménagement pour ce territoire. Alors moi, je ne suis pas surpris, mais ce qui m'étonne un peu, c'est que notre pays n'arrive pas à avoir ce qu'on appelle retour de l'expérience. Bien sûr. Et ça, franchement, je suis surpris que les gens soient surpris de ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Parce que nous avons connu quand même Irma, nous avons connu Igo. Qu'est-ce qu'on a tiré comme conséquence pour que justement, dès que ça se passe dans un autre territoire, on agit immédiatement? On le savait que le cyclone allait venir à Mayotte, mais qu'avons-nous fait? Et ça, franchement, on n'a pas cette notion et on n'a pas ce retour à l'expérience manque cruellement dans notre pays. Et il y a eu Xinxia, où il a monté. Qu'est-ce qu'on a prévu? Rien. Donc on attend que les événements arrivent et c'est là où on est dans la réaction à chaque fois. Et c'est vrai ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. C'était, tout le monde savait, parce qu'il y a eu des simulations il y a quelques années. Et on avait prédit mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Pardon, je vous coupe, mais on sait qu'un cyclone arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire en très peu de jours? Pardon. Non, mais écoutez, quand on voit des bidonvilles qui se construisent dans les montagnes et que de plus en plus les gens s'installent avec des enfants, on pourrait au moins faire en sorte que les gens n'aillent pas se construire dans ces endroits-là. Quand les gens vont construire dans des ravines, etc. Mais on devrait quand même...
on est quand même la 6e puissance au monde. La France, si dans un petit territoire de 374 km², on n'arrive pas à faire régner l'ordre et la loi, c'est quand même un peu décourageant. Donc on aurait pu effectivement éviter ça, d'autant plus que nous, les élus, on n'a pas cessé d'alerter. On a toujours dit, attention, s'il y a un cyclone demain, ce n'est pas 1 mort, 2 morts, mais c'est des milliers de morts. Eh bien, on y est maintenant. Comment faire maintenant pour que ça ne se reproduise plus à Mayotte et partout ailleurs dans notre territoire? Antoine Moineau. Il y a les questions d'infrastructures que vous soulevez qui demandent des moyens financiers, mais quand on entend vos témoignages, on a aussi l'impression que les populations elles-mêmes sont désemparées. Ben oui. Et donc, moi je pose la question, ça fait partie de tous les outils qui peuvent être déployés, aussi de la formation. Je pense à, par exemple, un pays comme le Japon, dont la population est très formée au risque sismique. Est-ce que là, les populations sont vraiment complètement désemparées? Est-ce qu'elles connaissent un certain nombre de gestes, de mouvements, de premières réactions à avoir pour se protéger, parce que ça doit exister? Je ne suis pas un spécialiste, je m'en remets à vous. Bien sûr. Excuse-moi, Boris. Bien sûr, là, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de me rendre 4 fois à Mayotte sur ces questions de prévention, avec des personnalités mahoraises qui se sont engagées, des sportifs, des responsables religieux, des scientifiques, des personnes de l'industrie culturelle qui se sont mobilisées pour, sur le risque de tsunami, faire des spots publicitaires. Mais on manque de moyens cruellement à Mayotte, et à Mayotte plus qu'ailleurs. Et si vous voulez, on s'est battu pour avoir ces informations en français. Mais les langues locales, le créole guadeloupéen, mais là, Mayotte, le kibushi, le shimaoré, il faut que toutes ces informations soient disponibles dans des langues que les populations considèrent comme légitimes, qu'elles comprennent, que leurs leaders religieux, moraux, culturels, sportifs soient engagés sur ces questions-là. C'est aussi comme ça qu'on arrive à faire passer ces informations, car comme vous le disiez, monsieur le député, ce sont des populations qui ont parfois... Je ne suis pas encore député. Monsieur le sénateur, pardon, excusez-moi. Ce sont des populations qui ont besoin de se reconnaître aussi dans des personnes qui leur donnent les bonnes informations. Alors Marie, justement, hier, le ministre de l'Intérieur a pris la parole. Il est conscient de cet énorme traumatisme qui va se jouer évidemment pour la population à Mayotte et il dit qu'il se rendra dès demain sur l'archipel justement pour envoyer des secours. Oui, le ministre de l'Intérieur qui attendait de voir un peu l'état de l'aéroport pour savoir s'il allait pouvoir se rendre sur place. Finalement, effectivement, ils ont annoncé hier qu'il allait pouvoir s'y rendre dès demain. Il y a déjà des avions militaires qui commencent les rotations pour amener du matériel et des vivres tout le matériel nécessaire au secours. Et effectivement, il suit la situation de très près. Alors là, il est occupé avec le pape en Corse, mais il suit la situation minute par minute. Et la priorité pour eux, ça a été d'envoyer des renforts. Il y en a eu en amont. Dès jeudi, 110 personnels de la sécurité civile qui ont été envoyés. Aujourd'hui, il y a 140 personnels supplémentaires qui arrivent, avec vraiment des spécialistes du sauvetage, du déblaiement, des spécialistes du milieu post-cyclonique. Et on nous dit qu'au total, il y aura environ 800 personnels de la sécurité civile qui vont décoller de la métropole pour arriver sur l'île dans les jours qui arrivent. Boris Welliach, vous qui êtes habitué justement, de quoi ont-ils besoin le plus rapidement? Je voulais revenir aussi un petit peu sur la problématique de la culture du risque, puisqu'on en a parlé, et du Japon particulièrement, où j'ai vécu plus de 10 ans et je tiens ma formation de là-bas. Même mon épouse est japonaise, donc je connais très bien la problématique. Il y a une chose très importante à comprendre aussi, c'est que sur notre territoire, en France particulièrement, comme dans d'autres pays, mais particulièrement en France, et particulièrement dans ces territoires ultramarins, il y a une perte de confiance dans les autorités. Et ça, c'est un vrai problème quand on veut faire évoluer une culture du risque. C'est pour ça que c'était une très bonne idée, par exemple, de parler, je ne sais pas moi, des représentants religieux ou d'autres personnes qui peuvent parler aux populations, parce qu'on l'a vu aux Antilles, c'est typique, hein, il y a eu le problème du chlordécone, il y a eu le problème d'un tas de choses, qu'on fait que les Antillais, on l'a vu durant la période Covid, n'ont plus confiance en les autorités. Donc quand les autorités se disent il faut que vous soyez préparés à ça, il faut que vous voyez ceci, les Antillais n'écoutent plus. Et à Mayotte, c'est aussi un petit peu le cas, qui est un territoire qui est quand même, depuis longtemps, et on le sait depuis des décennies, qui subit un délaissement quelque part de l'Hexagone, dans beaucoup de domaines, et les populations le ressentent. Et donc, pour améliorer cette culture du risque, il faudrait redonner confiance
Oui, donc c'est à très la population. Oui. C'est systémique, c'est anthropologique et c'est une problématique vraiment très, très délicate. Guillaume. Mais et peut-être parce que là, très honnêtement, je vois les images. Elle me rappelle une autre catastrophe naturelle que j'ai couverte. C'était le séisme en Haïti, qui avait entraîné dans des conditions en fait de précarité un nombre incalculable de morts et souvent qu'on retrouvait des semaines après. De longues semaines de recherche. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, monsieur le sénateur, parce qu'on fait le constat, et à mon avis, on a des semaines terribles devant nous, et notamment pour la population mahoraise ici à Mayotte. On sait que 30% déjà de cette population, elle n'a pas accès à l'eau courante. Vous parliez du plus grand bidonville d'Europe, 17 000 personnes, un bidonville qui est rasé, qui n'existe plus. Vous avez le sentiment, à un moment donné, qu'on se réveille un peu trop tard, encore une fois, et que cette île de Mayotte que vous représentez, elle a été abandonnée en rase campagne, ou en tout cas dans l'océan Indien. Je n'ai plus rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Mais vous êtes sénateur. Oui, mais c'est exactement le sentiment que tout le monde a là-bas. Bien sûr. Qu'on a été abandonné depuis très longtemps. Mayotte, je rappelle, est française depuis 1841. Et que nous, maintenant, on ne veut plus de déclarations d'amour. On veut des gestes d'amour. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, avoir des enfants qui ne vont pas à l'école, des enfants qui ne meurent pas à leur faim. Et on ne veut plus que nos enfants, l'égalité de chance, on ne sait pas ce que c'est, parce que nos enfants, à Mayotte, ils n'ont que 2 jours d'école par semaine. Il y a la rotation scolaire. Nous avons l'île, après la Réunion, la plus peuplée. Nous avons 6% des naissances par an. On a tous les défis du monde sur une petite île qui est française depuis 1841, et qu'on a l'impression que plus les temps passent, plus on devient de plus en plus pauvre et délaissé. Mais vous vous sentez français de seconde catégorie ? Mais bien sûr, il y a des moments, bien sûr, quand on voit ce qui se passe là-bas, on se dit, mais pourquoi on n'a pas pu arrêter tout ça alors que, justement, il y a des lois ? Pourquoi on ne respecte pas tout simplement les règles de droit ? Et pourquoi l'égalité de chance, le Mahorais ne peut pas l'avoir par rapport à celui qui vit dans l'Hexagone ? Ou pourquoi nous avons les salaires les plus bas ? Tout ça, bien sûr, on se le pose aujourd'hui. Et donc, évidemment, quand on voit ces catastrophes qui arrivent, on dit que si on avait investi, parce que le problème de Mayotte, c'est vrai, c'est un sous-investissement depuis des années et des années. Comment on peut accepter on peut passer, moi j'ai passé chez moi, 25 jours sans eau, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'eau à Mayotte. Même les infrastructures de base, on ne les a pas. Et donc, évidemment, on se sent complètement délaissé, alors qu'il suffit de prendre l'avion pour aller à La Réunion, à 2 heures de vol. Ils ont tout. Et nous, on n'a rien. Donc, il va falloir qu'aujourd'hui, effectivement, on se réveille. On se réveille et que, pour moi, une vie humaine, c'est une vie humaine. Et quand on peut sauver de vies humaines, il faut investir. Il ne faut pas qu'on dise à chaque fois qu'il y a un prix, ou c'est un problème budgétaire, ou c'est un problème, etc. Ça veut dire que finalement, on ne coûte pas grand, on ne donne rien. Alors que Mayotte, si on a gardé Mayotte aujourd'hui, c'est parce que Mayotte représente un intérêt stratégique majeur pour notre pays. Aujourd'hui, tout le monde dit que celui qui contrôle l'océan Indien contrôle le monde. Et Mayotte est là. Est-ce que nous servons aujourd'hui simplement pour des intérêts stratégiques ? Si c'est le cas, c'est malheureux. Il y a une population qui vit là. Et une population qui est en souffrance depuis des années et des années. Et moi, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est enfin investir massivement sur ce territoire pour que le drame que nous avons vécu hier, aujourd'hui et peut-être demain, si rien n'est fait, ça soit que dans les livres d'histoire. Merci infiniment, Saïd Omar Ouali. Merci pour vos mots qui nous ont tous percutés et que vous aurez peut-être l'occasion de dire les yeux dans les yeux à Bruno Retailleau qui se rend demain dans l'archipel de Mayotte.